Oui, Pascal. Non, c'était juste pour dire le plaisir qu'on avait eu à visiter Villiers-le-Bel, Oui. qui était, enfin, outre le travail social fantastique qui a l'air d'y être fait, il y a une qualité des aménagements qui nous a, enfin, je dis nous parce qu'on était plusieurs, qui nous a séduits et convaincus. Oui, effectivement, tout à fait. On a pu constater avec notamment le mur d'escalade que les petites filles se l'appropriaient vraiment bien, et d'ailleurs qu'elles étaient même plus douées que les garçons pour escalader. Oui, on a vu que effectivement, c'était très plaisant ce lieu. Ouais, et puis devant la... Oui, Chantal? Non, vas-y. Oui, non, mais voilà, c'était pour dire que devant la barre de la Cerisay, il y avait aussi des événements qui avaient l'air vraiment très... qui avaient l'air d'avoir beaucoup de succès, notamment un grand écran sur lequel était projeté un film, et puis il y avait un groupe qui était là pour faire de l'animation. Mais en tout cas, c'était animé, c'était même en plein mois de juillet, c'était vraiment plaisant. Je peux évoquer le sujet du mur pignon où on a, Tout à fait. On a créé une sorte de cadre blanc un rectangle blanc pour permettre aux jeunes de projeter un film. En fait, c'est une pratique qu'ils avaient avant le programme de renouvellement urbain. Ils avaient l'habitude de projeter des films, des matchs peut-être, ça je ne sais pas, mais en tout cas, ils avaient l'habitude de projeter, de se réunir sur le mur pignon d'un gymnase. Dans le cadre de la concertation, il y a eu une discussion avec ces jeunes et quelque chose qui est ressorti de leur demande, c'est de pouvoir un peu institutionnaliser cette pratique et de l'ISEID. Et donc, l'espace a été un peu conçu en suggestion à cette pratique. Alors, en aménagement de manière confortable ce pignon, un écran, et puis en mettant 2-3 sièges longs face à cet écran pour suggérer un peu le moment de détente dans un film, mais en laissant beaucoup d'espace néanmoins pour d'autres usages de cet espace. Oui, oui, on voyait que c'était vraiment très réussi et bien approprié par des adolescents, des enfants. Ouais, c'était vraiment très bien. Chantal, tu voulais... Moi, c'était juste deux, trois choses qui m'ont vraiment bien intéressée dans ce qui était décrit là. Je voyais que l'idée d'accompagner les réalisations avec la population, ça faisait penser à ce que disait Sébastien Georgis, à savoir qu'un projet n'est pas terminé à l'issue d'un concours. Et ça parle à la fois de la temporalité des projets. Moi, je trouve très intéressant que des projets bénéficient d'un aller-retour, c'est-à-dire qu'on commence à réaliser et puis qu'on voit ce que ça donne dans le vivant, et puis qu'on laisse réagir, et puis qu'on puisse continuer, etc. Je trouve que c'est une temporalité absolument nécessaire à penser pour les projets, plutôt que des projets de but en blanc, tout ficelé, etc. Et ensuite, ça entraîne ce travail très, très complexe, très compliqué du point de vue des méthodes, je trouve, mais complètement nécessaire, qui est de chercher à emboîter quelque chose qui est le vrai support de tout, qui est le désir individuel, le désir, et de l'emboîter avec l'intérêt public. Et c'est le travail effectivement des élus et des techniciens. Et puis aussi, il y avait cette question de l'éducation et des espaces publics, ou des équipements, ou des aménagements. Et je trouve intéressant de voir qu'on a, par rapport à la question, à la condition des femmes dans l'espace public, ce qui est de l'ordre de la cause, ça va être du côté de l'éducation et de ces choses-là, alors que l'espace, lui, il est vraiment du côté des conditions. Alors, les conditions, on peut aussi penser que c'est pas suffisant, mais que c'est nécessaire. Et je trouve que c'est très important de penser l'espace public
dans ce sens-là, comme condition de vie, et que si on les veut accessibles, doués d'égalité, etc., eh bien, il faut les faire comme ça. Ce ne sera pas suffisant, mais c'est absolument nécessaire, voilà, dans cette distinction cause et condition. En effet, oui, oui, tout à fait. Sébastien, oui, vous souhaitez réagir? Oui, c'était sur les exposés, hein, sur les questions du confort, du sentiment de sécurité, etc., l'espace public, de la place de la femme, des enfants, qui sont des sujets très, très actuels. Et là aussi, on a en tête les ouvrages de James Jacob sur New York, hein, qui était devenu une ville invivable, avec un espace public que personne, voilà, on avait peur. Et James Jacob n'est pas professionnel, ce n'est pas une architecte, c'est pas une urbaniste. Elle a on dit, dans les années 60, elle a influencé toute une reconquête de la ville par l'occupation de l'espace public, les bancs, les tables, les chaussées, les premiers, deuxièmes niveaux d'immeubles avec des fenêtres, entre guillemets, des milliers de caméras que nous sommes. Et ça a mis du temps avant d'arriver chez nous. Hein. Les années 60, on avait une vision assez soit technique, soit architecturale de l'espace public, mais surtout pas sociologique et du vécu. Voilà, c'était pas vraiment, enfin, semble-t-il, hein, ça dépendait peut-être des labos, l'école d'archi ou d'urbanisme, mais cette avancée-là était un peu l'héritage de l'école de Chicago des années 20, où on étudiait, on appelait ça l'écologie urbaine d'ailleurs, hein, dans le terme à voir avec ce qu'on imagine aujourd'hui, qui était la façon dont les différentes communautés vivaient ensemble et se répartissaient des formes urbaines différentes et s'affrontaient, ne s'affrontaient pas, etc. Et c'est cette approche-là sociologique, anthropologique et du vécu de chacun de la ville et de l'espace public, elle est revenue depuis peu chez nous, j'ai l'impression. Hein. Je ne suis pas un théoricien de la ville et de l'architecture, mais j'ai l'impression qu'on la redécouvre depuis quelques années. On appelle ça l'urbanisme situationnel ou moi, je peux, la prévention situationnelle. Hein. Il y a des spécialistes maintenant en France. Il y a les services de l'État ont bossé dessus. Ils commencent à faire des publications depuis une dizaine d'années. Mais voilà, moi, je suis très heureux qu'on revienne à ça parce que, en effet, c'est le plus efficace. Nous, à Avignon, je reprends un exemple, on a mis des bancs partout, mais on s'est fait pourrir. On s'est fait pourrir parce que les bancs, ça voulait dire des SDF, des jeunes qui allaient boire de la bière la nuit, etc., etc. Bon, on a insisté, il faut peut-être pas en mettre n'importe où, mais voilà, la reconquête de la tranquillité et de l'apaisement d'espace public, ça passe notamment par cette présence de tout un chacun. Voilà, je voulais juste faire cette intervention. Oui, tout à fait, oui, c'est important de le rappeler. En effet. On va peut-être regarder les questions du public. Donc, il y en a un certain nombre. Je vous propose, il y en a qui s'adressent aux trois interventions qui ont été faites. Je vous propose de commencer avec une question qui s'adresse à Chantal Decline, donc qui concerne quelque chose que vous avez dit, Chantal, au début de votre intervention. On vous demande, Madame Decline, la définition de la ville que vous dites en danger est-elle de la ville moderne ou plus ancienne? Parlez-vous de la ville haussmannienne occidentale ou existe-t-il une ville type mondiale? Et effectivement, je pense que c'est une bonne question. Quand vous dites la ville est en danger, de quelle ville parlez-vous? Je pense que c'est important de le préciser. Oui, je pense que c'est surtout pas une question de date ou de lieu sur la planète. C'est une question de forme, et je pense que c'est aussi une question de décision politique. Hein. Je parle de la ville dont les creux, c'est-à-dire les espaces entre les constructions, ont une forme et constituent un contenant. Des villes qui sont arrimées au sol, qui ont des rez-de-chaussée, parce que toutes les villes n'ont plus de rez-de-chaussée. Pascal Urbain a parfaitement illustré
ça à partir des plans de Nolly et de Saint-Dié, entre des creux doués de forme et de sens d'un côté et des objets flottants sur un espace résiduel absolument impossible à représenter de l'autre. La ville constituée, c'est celle qui génère de l'espace public, donc tout ce qui est possible avec l'espace public, qui ne se résume pas à des flux fonctionnels, et qui génère aussi des lieux d'identification, donc qui génèrent l'attachement, donc qui génèrent de la, je dirais, de la tranquillité publique, de la paix sociale, etc. Et on peut dire que cette ville constituée, c'est pas seulement, ça ne limite pas la ville qu'on appelle historique maintenant pour bien dire que c'est terminé, mais il y a aussi des banlieues qui sont à même d'évoluer en se densifiant. Il y a des méthodes pour y penser, des façons de regarder. Bon, il faut que les règles de construction évoluent, il faut que les processus ou les procédures évoluent, et ça tout en profitant d'un réseau de services urbains et publics existants. Hein. La marge des banlieues, c'est là où va se faire c'est l'espace où va se faire la ville future. On ne peut plus être dans l'étalement indéfini. Ça répond à la question, Fayet ? Oui, très bien. Oui, tout à fait. C'est très clair. Merci beaucoup. Ensuite, il y a pas mal de questions. Bon, Pascal, sur ta présentation, voilà, quelqu'un nous dit au 19e siècle, les Parisiens allaient à la campagne se détendre. Rien à voir, à mon avis, avec la nature en ville, qui n'est pas la campagne, pas la nature, mais une nature recréée, récréative et sûre. On ne peut pas vraiment dire que ce sont les mêmes aspirations. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ouais, oui, c'est une excellente question. J'hésite. A priori, je voudrais défendre la continuité moderne du fait que la nature est quelque chose qui a été inventé par les modernes. Enfin, et que les formes dégradées qui en sont produites aujourd'hui sont également inventées sur le même modèle. Maintenant, à quelqu'un qui me dit est-ce que tu pourrais répéter exactement pourquoi il dit que ce n'est pas la même chose ? Au 19e siècle, les Parisiens allaient à la campagne pour se détendre. Rien à voir, à mon avis, avec la nature en ville, qui n'est pas la campagne, qui n'est pas la nature, mais une nature recréée, récréative et sûre. On ne peut pas vraiment dire que ce sont les mêmes aspirations. Point d'interrogation. C'est marrant parce qu'en même temps, je suis assez d'accord. Je suis d'accord, sur le fait qu'une part importante des citadins attendent n'est pas la nature. D'abord, on ne sait pas trop ce que c'est que la nature. Est-ce que la nature, c'est tout ce qui est vivant ou est-ce que c'est la nature non anthropocisée, auquel cas on n'en trouve plus à part dans quelques déserts et encore, et en forêt amazonienne. On ne sait pas trop ce que c'est la nature. Toujours est-il que si on commence à dire ça c'est la nature, ça c'est pas la nature, c'est pas l'usage, comment dire. Scientifiquement, je suis d'accord. Ce qu'ils veulent en ville, ça ne s'appelle pas de la nature. Mais en même temps, ce qu'ils aiment en dehors de la ville, ça ne s'appelle pas non plus de la nature. Moi, j'ai vu des types en montagne, quand je faisais de la montagne. Oui, je fais mon coming out. Un temps, j'ai fait de la montagne. J'ai jamais été dans un endroit aussi sûr, civilisé et urbain que la montagne. Tu te foules un pied dans la montagne, un quart d'heure après, il y a un hélicoptère qui débarque. Il y a des fils qui traînent dans la montagne, qui mesurent les chemins comme jamais les rues des villes n'ont été arpentées. Il y a des marques sur les arbres pour signaler ceux qui seront gardés et pas gardés. C'est un lieu ultra urbain. C'est des jardins, c'est des parcs. C'est des parcs modernes, les parcs nationaux. D'où le nom, d'ailleurs. C'est des jardins modernes. Donc, je suis assez d'accord. Donc, et j'étais avec des gens qui disaient c'est bon d'être en pleine nature.
Donc, le mot nature au sens strict, il n'y en a nulle part en France. Le mot nature au sens générique, il y a de la nature en ville comme il y a de la nature à la campagne. Et alors, c'est pas si simple aussi de dire qu'il y a de la nature récréative dans laquelle on part le dimanche et de la nature non récréative dans laquelle on veut s'installer comme aujourd'hui. Depuis Thoreau, et y compris, je pense, parmi certains impressionnistes, y compris par rapport à de nombreux peintres et de nombreux architectes et de nombreux écrivains, la nature, c'est à la fois une nature où on revient à la capitale. Hein. On revient à la capitale. Même Van Gogh, il est revenu à la capitale pour mourir. Le peintre est comme le saumon. Hein. Il rentre à Paris pour mourir. Enfin, à Auvers-sur-Oise, qui est une lointaine banlieue. Quoi qu'il en soit, il y a aussi des tas de moments où on a envie d'y rester. Alors là, le problème, c'est que ça nécessiterait une recherche qui ne fut pas la mienne. Mais cette idée de partir à la campagne, c'est une idée qui a hanté tout le XXe siècle et qui partir à la campagne, entendons-nous que pendant tout le XXe siècle, c'était possible. Cette idée a hanté des tas de gens qui finalement sont revenus. Thoreau, il a vécu 2 ans dans une cabane. Hein. Le reste du temps, il était en ville. Il n'est pas fou pour Thoreau. Mais à la limite, de son temps, et même dans les années 60, même dans les années 70, c'était possible d'y aller à la campagne. Les communautés, alors là, je les connais, je ne parle pas d'écrivains lointains. Les communautés en Ardèche, j'y suis allé, j'en ai fait le tour. Enfin, le tour. J'ai fait les tours dans ces communautés. J'ai fait le tour de toutes les communautés, mais ils sont tous revenus, mais un grand nombre étaient partis pour longtemps. Donc, cette histoire de nature et de campagne, elle est longue, et je ne crois pas que... Enfin, comment dire, on peut toujours après faire des différences, mais il me semble plus important de considérer que le mythe, sous ses différentes incarnations, il est opérateur d'un certain nombre de choses, y compris les Parisiens qui sont, pendant le Covid, allés dans une maison de campagne, ce qui n'est pas forcément malin. Hein. J'y réfléchis, moi, parce qu'en plus, ma maison de campagne est à moins de 200 km, enfin à 202 km, on ne va pas chipoter, de Marseille. Il y a quelque chose de commun là-dedans. Et il y a quelque chose de commun, si on veut être un peu scientifique, qui évolue en revanche, qui était plutôt de l'ordre de la campagne, de la vraie campagne. Chez les impressionnistes, par exemple, chez Picasso, quand il allait dans les petits villages, et qui est plutôt aujourd'hui de l'ordre des chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a des courants, des inclinaisons, des envies de quitter la ville qui ont été plutôt au XXe siècle motivés par une campagne pré-industrielle et qui est motivée aujourd'hui de façon totalement fantasmatique par des tendances pré-néolithiques. On a fait un bond de 8000 ans. C'est-à-dire que, à la limite, quand je parlais des paysans, mes envies de campagne, quand je dis mes envies de campagne, c'est aussi la campagne où je vais tous les ans. Hein. C'est la campagne familiale. Mes envies de campagne, elles sont pré-industrielles. C'est une ville médiévale, c'est pré-industriel. Je fais un saut d'un siècle et j'y suis. J'ai connu des gens qui ont vécu comme j'en ai l'envie. Y compris au XXe siècle. J'ai connu non seulement des arrière-grands-parents, mais des grands-parents qui ont vécu. Et des parents. Ouais, sauf que les parents, ils étaient urbains. C'est aussi un adjectif.
comme vous le savez. En revanche, des gens qui ont vécu au néolithique, même Thoreau, il n'a pas osé faire ça, quoi. C'est-à-dire, et au pré-néolithique, c'est-à-dire dans une civilisation de chasseurs-cueilleurs, c'est assez nouveau. Je crois que la référence aux chasseurs-cueilleurs, je parle de celle des collapsologues, je parle de celle de 2 sociologues qui ont écrit un petit livre, alors, qui est un peu ambigu. Tiens, je vais aller le chercher. Non, mais bon, j'ai répondu à la question. 1, ça n'a rien à voir, c'est des choses différentes. Et 2, si ça a à voir. Voilà. Je suis désolé, mais ce mythe-là, c'était le mythe des Romains, c'était le mythe qui faisait à croire qu'il y avait que les vieux Romains maniaient la charrue, que Cincinnatus maniait la charrue avant d'aller sauver Rome contre les envahisseurs. C'était le mythe de Virgile, mais il a été profondément renouvelé à la fin du 19e siècle par des gens comme Tolstoï, par des gens comme Thoreau. Et il a animé les courants urbains pendant tout le XXe siècle. Et on ne m'ôtera pas de l'idée que les conneries de Le Corbusier, les conneries pas architecturales mais urbaines, hein, les conneries urbaines de Le Corbusier, elles sont en partie liées à ça. Et pour mélanger les genres, je dirais que les soft causes aussi. Parce que chez Marx, il y a ça. Hein. Alors, chez Marx, il y a déjà les chasseurs-cueilleurs. Oui, effectivement, tu as parfaitement bien répondu à la question. Oui, on a bien compris. Merci beaucoup, Pascal. Alors, peut-être des questions qui s'adressent à Victor Pêcheux. Donc, on a pas mal de questions. Alors, une question assez précise que je trouve assez intéressante. Avez-vous noté une évolution des usages des espaces publics d'une génération à l'autre? Qu'est-ce qu'on entend par génération à l'autre? Est-ce que les enfants, les jeunes ont l'air d'être de se comporter différemment par rapport aux adultes? C'est sûr, c'est que ou les personnes vraiment âgées. Il y avait des usages, sur les espaces où maintenant il y a des jeux pour enfants, il y avait strictement rien. D'accord. Mais je pense que une petite différence pour eux, oui. D'accord. Oui, je pense que la question, ce qui était demandé, c'était est-ce que par exemple les personnes vraiment âgées vont se comporter différemment que les adultes, les jeunes adultes par exemple? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que les femmes sont plus présentes chez les jeunes adultes par exemple que chez les personnes plus âgées? Peut-être que vous n'avez pas encore fait, vous avez pas encore fait l'évaluation. On rentre là dans l'évaluation écoquartier et on pourra avoir une évaluation sur le prisme du genre. Bien sûr, oui. Là, on l'a vu quand on s'est baladé. Les gosses, c'était assez mixte. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tout à fait. Les petites filles s'amusaient tout autant que les petits garçons. On a vu le travail social. Ça l'est jusqu'à un certain âge. Après, ça ne l'est plus. Ouais. Des courants dans l'adolescence, on voit plus que des garçons sur l'espace public. D'accord. Ah oui, ouais, ça répond clairement. Ah oui, donc du coup, c'est la même personne pose. Enfin, je ne sais pas si c'est la même personne, mais on a aussi une question que je ne comprends pas forcément très bien, mais vous allez peut-être pouvoir nous écairer. On nous demande est-ce que vous avez eu une approche intersectionnelle du genre? Voilà, ça je ne comprends pas forcément bien la question, mais Camille qui a posé une question un peu plus large avant, et en fait, je vais définir un peu aussi des termes et ça va faire écho à ce que disait tout à l'heure Chantal sur les deux objectifs qu'on poursuit en parallèle. Donc, je parle à travers mon exposé. En creux, il y avait la question du genre. Hein. J'ai dit rapidement que c'était une construction sociale parce qu'on attribue des caractéristiques ou des représentations aux personnes en fonction de leur sexe présumé.
En fait, l'idée, c'est de dire qu'il y a des différences qui existent entre les hommes et les femmes, autres que biologiques, et que ces différences, en fait, c'est le fruit de l'environnement social, de normes sociales, voilà, qui se sont imposées à nous, qui sont construites. Ensuite, la question du genre, elle est quand même différente en fonction de l'époque, du lieu, de la culture. La question du genre à Paris, c'est pas la même qu'à Villiers-le-Bel. Sûrement ce que j'ai dit pour des Parisiens, ça a pu leur sembler un peu fou par rapport aux enjeux d'occupation de l'espace public que j'ai évoqués. Parce qu'à Paris, même s'il y a du harcèlement de rue, il y a quand même de l'occupation des usages par les femmes de l'espace public. Ce qui est moins vrai à Villiers-le-Bel. J'ai une anecdote, hein, c'est le maire qui se promenait dans le quartier qui va faire l'objet du renouvellement urbain numéro 2. Et puis il y a des hommes qui sont venus le voir et qui disaient monsieur le maire, il faut enlever ses bancs. Mais le maire qui dit mais pourquoi vous voulez enlever ses bancs? Parce qu'il y a des femmes qui s'occupent, qui l'occupent, qui discutent entre elles. Enfin, c'est pas normal. Et enfin, je peux vous dire que ce vécu du maire, ça l'a renforcé, l'a conforté dans son idée d'aller encore plus fort sur cette question d'égalité femmes-hommes dans ces différentes politiques publiques. Et ensuite, deux démarches parallèles, effectivement, je vais reprendre un peu ce que disait Chantal tout à l'heure. C'est dans l'éducation, c'est interroger, déconstruire ces normes sociales. C'est pas l'homme, enfin c'est pas la nature qui donne des caractéristiques d'homme courageux, mais c'est la construction sociale, de la même manière que la femme, c'est la construction sociale qui fait qu'on pense que c'est un être sensible, bienveillant, etc. Et donc, pour déconstruire ces normes sociales, bah, c'est par l'éducation. Voilà, c'est un peu ce qu'avait mis en place en 2014 le ministre de l'Éducation sur ce qu'on a appelé la théorie du genre, mais l'idée, c'était que l'égalité femmes-hommes, elle passe sur la déconstruction de ce que peut faire une petite fille, de ce que peut faire un petit garçon, et ce que peut faire un adulte femme et un adulte homme ensuite. Mais aujourd'hui, ces constructions sociales, elles existent. Et ce qu'on veut faire dans l'espace public, c'est effectivement essayer d'adapter l'espace public à ces réalités et de faire en sorte, dans les aménagements qu'on fait, de faire en sorte qu'il y ait des usages et que tous les publics puissent s'y sentir bien. Et je réponds en même temps à la deuxième question de Camille. En fait, il y a une approche intersectionnelle dans le sens où l'approche par le genre fait qu'on se pose toutes les questions de tous les publics. En fait, on rentre par le prisme de l'égalité femmes-hommes, mais en fait, on s'occupe de tous les publics et de tous les... et dans ce sens-là, je pense que c'est intersectionnel. D'accord. On rentre par la question égalité femmes-hommes, et en fait, par la méthode qu'on met en place pour prendre en compte la question de la femme dans l'espace public, on vise tous les publics. Quand je parle de mobilisation d'habitantes et d'habitants, il y a des jeunes garçons qui ont participé aux ateliers, comme il y a des jeunes femmes qui ont participé aux ateliers. L'idée, c'est pas seulement de faire ce travail avec les femmes, hein, c'est de faire prendre en compte tout. Classe sociale, personnes racisées. Enfin, à Villiers-le-Bel, on est en plein dedans. Enfin, classe sociale, c'est à peu près la même, mais c'est par le bas. Les personnes racisées, oui, il n'y a pas beaucoup de blancs, entre guillemets, à Villiers-le-Bel. Et de toute manière, du coup, ça passe par là aussi. Oui. Non, oui, vous êtes obligé de prendre en compte la culture aussi des personnes concernées. C'est ça que ça veut dire, en fait, intersectionnel, c'est que vous êtes obligé de prendre en compte le fait que voilà, ça peut être des cultures plus
des gens issus de sociétés où le statut de la femme n'est pas le même, donc vous êtes obligé de le prendre en compte. En fait, c'est ça, quoi. C'est pour ça que la question du genre est plus forte à Villiers-le-Bel ou dans d'autres quartiers de banlieue, je pense, que Paris-Centre. Il n'y a pas de sentiment d'illégitimité des publics femmes à se déplacer, à occuper l'espace public, comme nous, on peut l'observer à Villiers-le-Bel. Oui, bien sûr, évidemment. Donc c'est toute la complexité de la question de l'usage de l'espace public. J'ajoute, c'est Saint-Étienne qui fait à peu près le même travail sur les logements, mais en prenant le prisme de la personne âgée. Et on se rend compte, en fait, qu'on arrive à peu près au même résultat. Donc, en fait, c'est juste une méthode de re-questionnement de nos pratiques de professionnels sur la question des usages. D'accord, ouais. Oui, non, c'est tout à fait. Alors, quelqu'un nous demande, sans l'intervention de la puissance publique, quelle serait, selon vous, l'évolution spontanée de l'usage de l'espace public? C'est oui, là, la réponse serait que oui, ce serait uniquement approprié par les hommes. À Villiers-le-Bel, oui, c'est. Oui, Chantal, vous avez une. Oui, je ne sais pas si on a encore le temps, mais bien sûr. Il me semble que là, ça pose la question de la façon dont la ville a été créée dans cet endroit-là, comme dans d'autres d'ailleurs, et du statut, oui ou non, d'espace public, des espaces extérieurs, verts, communs, etc. Est-ce que c'est vraiment de l'espace public au sens à la fois foncier, de liberté d'accès et des qualités, des caractéristiques anthropologiques goffmaniennes? Je pense qu'il n'y a pas seulement l'espace privé et l'espace public. Alors, on peut dire que l'espace public, c'est le lieu de la loi de la République. Or, la question du genre, elle est beaucoup rattachée à cette question-là. Parce que où elle est rattachée à cette question-là, où elle est rattachée à des questions de tradition culturelle et familiale. Or, l'espace privé, c'est le lieu des traditions culturelles et familiales. Et entre l'espace privé et l'espace public, certains espaces qui sont en fait privés, par exemple parce qu'ils appartiennent à un logeur ou à un syndicat de copropriétaires, par exemple, certains espaces privés prennent un statut qui n'est en fait ni privé ni public, qui est un statut institutionnel, c'est-à-dire dans lequel ce n'est ni la loi de la République qui l'emporte, ni la tradition familiale ou culturelle communautaire, mais c'est le règlement intérieur de l'institution qui gère cet espace. C'est un lieu de gestion qui n'est pas du tout la même chose qu'un lieu d'application de la loi. Et il me semble que ça pose ces questions-là. Oui, tout à fait. Et on a vu effectivement que le quartier concerné de Villiers-le-Bel, c'est quand même un quartier qui n'a pas certaines caractéristiques de l'espace public qui ont été évoquées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commerce dans ce secteur-là. Il y a très peu. C'est un quartier où il y a très peu de commerce. C'est un quartier aussi où il n'y a pas de continuité des façades comme dans la ville constituée, c'est-à-dire que l'espace public, c'est beaucoup de vide autour des tours et des bars, et ça rend aussi plus compliqué le caractère république, enfin voilà, le caractère public de cet espace. Les républicains. Oui. Donc là, les formes spatiales jouent un rôle. Effectivement. Je crois qu'il y avait une question sur l'AMO tout à l'heure. Oui, n'hésitez pas à répondre aux questions que vous voyez qui vous interpellent. Ouais. Pour la dimension. Alors, tout le travail de maturation, de réflexion, il a été mené avec Jean Réville. Alors, notamment cette revue que j'ai mis en image, elle a été produite. C'est un travail de Jean Réville et Villiers-le-Bel. C'est édité par l'ANRU, ça fait une centaine de pages. Et ça revient un peu sur toute la méthodologie. Donc, il y a une revue sur les espaces publics. Et il y a une revue sur, pareil, cette réflexion sur la conception du logement. Elle est disponible dans l'Enruscope.
Mais s'il y a des gens qui souhaitent la recevoir, je peux envoyer un lien pour télécharger la revue. Oui, merci beaucoup. Oui, ça peut être intéressant effectivement de transmettre ce lien. Et sur les politiques publiques, l'AMO, c'est, enfin, sur un accompagnement sur l'ensemble des politiques publiques, c'est EGAI. D'accord, très bien. C'était Saint-Étienne qui a mené un travail sur la prise en compte des personnes âgées. C'est dans la ville, donc espace public et logement. D'accord. Très bien. Dame? Oui, oui, oui. Bien sûr, Pascal. Non, c'était juste pour. Je ne sais pas si c'est une question, je ne crois pas. Enfin, ce n'est pas la réponse à une question. Mais simplement, une confusion pour avoir lieu entre le mot ville utilisé par des concepteurs ou par Chantal et le mot ville utilisé dans les politiques de la ville. C'est-à-dire que dans les politiques de la ville, c'est une approche globale des questions tant sociales que formelles. Au fond, il y a des décisions. Tu veux travailler sur un quartier, tu dois avoir des approches dans différentes dimensions, programmatiques, urbaines, enfin je dis urbaine, programmatique, architecturale, d'urbanisme, d'action sociale. Donc la ville désigne dans les politiques de la ville globalement un gros package qui est un package de projets. C'est-à-dire quand on a un projet dans un quartier comme ça, c'est un projet multidirectionnel. Et quand nous, je dis les architectes, les urbanistes, on parle de la ville, on parle plutôt du projet urbain comme gestion formelle. Alors cette gestion formelle n'est pas sans rapport avec le gros paquet. Hein, quand tu interdis aux voitures, quand tu empêches physiquement les voitures de se garer sur les trottoirs, ça permet aux femmes qui ont des paquets de passer sur le trottoir. Donc, on n'est pas hors sol. On n'est pas hors sol, mais parlant de la ville, les architectes et les urbanistes et les paysagistes ont quand même beaucoup à signaler quand est-ce qu'ils changent de casquette. C'est-à-dire que, notamment quand on fait de la concertation, par exemple, il y a des choses sur lesquelles on parle en tant qu'architecte, je dis architecte parce que je suis architecte, ou en tant qu'urbaniste, on dit la rue, si elle était plus droite, elle serait plus sûre. Donc ça, c'est une proposition architecturale. Je fais la rue droite et elle sera plus sûre que quand elle est de Visconti. Et puis, on ne peut pas s'empêcher non plus d'être citoyen et d'avoir quelques lumières sur des questions sociales, culturelles et politiques. Donc, dans la même séance de concertation, on parle en tant qu'architecte et on parle en tant que citoyen ou connaisseur des pratiques dans tel ou tel quartier. Donc, il y a une bizarrerie de notre statut. C'est-à-dire que la ville, pour nos interlocuteurs, c'est souvent un paquet, un très gros paquet qui inclut la forme urbaine et on y est à des titres très différents. Et je pense qu'il faut à minima dire à quel titre on parle quand on dit ceci, quand on dit cela. Oui, tout à fait. Au fond, la question de genre, parce que la question de genre est une question qui a été éclairée par Chantal en disant il y a la question des causes et la question des conditions. Franchement, la forme urbaine, dans la domination genrée, on va dire, elle y est pour rien. C'est pas la cause
de l'inégalité entre hommes et femmes. Alors, par contre, objectivement, quand tu regardes une rue, les femmes ne font pas la fête. Et ça, seulement les élus peuvent le savoir, non seulement les gens le savent, mais les architectes l'observent aussi. Et ça, je dirais, alors, non, la ville n'y est pour rien et les architectes n'y peuvent rien. En revanche, effectivement, faire une rue correctement éclairée ou faire une rue avec des trottoirs assez larges pour que les piétons puissent se croiser sans difficulté, c'est une condition d'un travail social sur la question de l'inégalité de genre sur l'espace public. Mais une fois que l'architecte ou l'urbaniste ou le paysagiste ont réalisé ces conditions, après, on n'est plus dans le coup. On n'est plus dans le coup. Donc, c'est pas une situation si confortable de parler de ces questions-là, parce que on ne peut pas se taire, on ne peut pas seulement dire bon, moi j'ai fait le job, écoutez, votre trottoir il est assez large, maintenant, si les femmes n'y passent pas, c'est plus mon problème. Ça n'a pas de, enfin, ça n'a pas de tenue, quoi, ça n'a pas de figure de dire ça comme ça. Et en même temps, je crois qu'il y a quelque chose de ça. Il faut savoir ce qu'on fait et ce qu'on ne sait pas faire. Donc, on peut agir sur un certain nombre de conditions de la vie urbaine dans son ensemble, mais on n'agit pas, sauf cas d'espèce, sur les causes profondes. Si, il y a des questions, par exemple, puisqu'on est intersectionnel, quand tu es automobiliste et piéton, ben voilà, le projet urbain, le projet d'urbaniste et d'aménagiste crée des conditions propices au fonctionnement des piétons, tout genre confondu, hein, et toute classe sociale confondue. Mais il y a des trucs, on ne sait pas faire. Je dis ça parce que dans les années 70, 80, 90, quand il y avait des problèmes dans les cités, on envoyait des architectes. Alors, on envoyait les architectes qui allaient parce que les architectes craignent des gains, quoi. Les architectes, d'abord, bon, ils sont morts de faim, donc tu dis, oh là là, j'ai des voitures qui brûlent, il faudrait faire venir quelqu'un, il y a un architecte qui passe par là et qui dit, j'y vais. Mais les voitures qui brûlent, on ne sait pas faire. Voilà. Enfin, je veux dire, on ne sait pas éteindre les feux, quoi. On ne sait pas éteindre tous les feux. Ouais, merci Pascal, oui, c'est bien de le rappeler, oui, tout à fait. Chantal, oui. Oui, pour revenir là, aux côtés de ce que disait Pascal, il me semble aussi qu'on peut penser que les femmes ne sont pas un public cible et que de faire des politiques par rapport à des publics cibles, c'est toujours un peu périlleux. Par contre, les concepteurs ont à concevoir des espaces urbains polis, tout simplement, aimables et polis. Et il me semble qu'à ce moment-là, et je pense que c'est tout à fait dans le sens où il va Victor, à ce moment-là, pas seulement les femmes vont être tranquilles ou accueillies, mais toutes sortes de personnes quoi, qui se trouvent là. Et quand on voit une avenue, enfin je pense dans un quartier d'habitat social, il y avait une avenue qui traversait tout le quartier et on voyait bien qu'il y avait impossibilité de suivre un trottoir avec, chaque fois qu'on croisait une voirie, avoir des passages protégés et que les trottoirs soient suffisamment larges et plats, tout simplement plans, pour qu'on puisse aller d'un bout à l'autre de cette avenue en tant que piéton. Évidemment, c'était encore pire pour une femme avec une poussette ou un homme avec une poussette, en fait. Mais ce n'était pas seulement la question des femmes, c'était la question de tout le monde. Donc que l'espace soit
poli, comme on dit, la politesse d'une ville, quoi. Simplement, voilà. C'est ce que je voulais ajouter. Oui, tout à fait. Très, très juste. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Oui, Sébastien. Oui, dans le processus de fabrication, c'est un mot un peu déplacé peut-être, mais quand on fait un morceau de ville ou un espace public, et qu'on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on le fait dans un processus d'écoute, de concertation, d'atelier, où il y a une commande politique. Madame ou monsieur le maire ont été élus sur un projet, où il y a moins de voitures, où il y en a plus, ou, etc. etc. Dès que ça part dans ces processus-là, on est dans la complexité. C'est-à-dire qu'il y a celui qui va demander le trottoir large et puis il y a celui qui va demander la bande de roulement large. Et ce qui est très intéressant dans un processus, et puis il y a le technicien de la voirie qui va dire voilà, il y a les normes, il y a des rayons de braquage, et puis il y a les techniciens des réseaux qui vont dire voilà. Puis il y a celui qui plante les arbres qui dit il faut que la fosse elle fasse au minimum 15 mètres cubes, sinon voilà. Et donc quand on est dans des processus comme ça de complexité, et notamment de la complexité sociale de la co-construction, ce qui est très intéressant, c'est que les citoyens se rendent compte qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Ah, ça, c'est très, très riche dans le processus de concertation. Et en effet, à un moment donné, celui qu'ils ont désigné pour les représenter va dire, eh bien voilà, j'ai écouté, et entre ceux-ci qui veulent quelque chose et ceux-là qui veulent son contraire, j'écoute aussi les techniciens, les experts, les sociologues, quand il y en a pas assez. Comme je disais, il n'y a pas assez d'artistes et pas assez de sociologues et d'anthropologues dans les projets urbains. À un moment donné, il faut trancher parce que la réalité est que tout le monde n'est pas du même avis. Et la ville policée au sens où elle conviendrait à tout le monde, ça n'existe pas. Voilà. Et c'est pour ça que ce matin j'ai insisté sur le fait que il faut le moins possible fonctionnaliser l'espace, ne rien mettre, pas facile non plus, hein, pour que tout y soit possible et son contraire. Tout y soit possible et son contraire, et qu'on puisse changer d'avis du jour au lendemain. Le trottoir n'est pas assez large, eh ben, s'il n'y a pas de trottoir, on peut le faire plus large. Il est trop large, eh ben, on peut le faire moins large. Et c'est cette souplesse-là aujourd'hui qui est absolument fondamentale. Et dans un débat, il y a une élection, on change de maire, eh ben, s'il faut tout refaire partout, parce qu'il a été élu par ceux qui pensaient le contraire de ce qu'avait fait celui d'avant, ben, ça va coûter des centaines de millions. Donc, en fait, voilà, ce mot de complexité là, hein, qu'on travaille depuis 10 ans là tous, on est en plein dedans, c'est beau, c'est intéressant, et il n'y a pas de réponse, hein, voilà, on est dans un processus constant et on refait constamment. Donc laissons l'espace public le plus souple possible pour être changé tous les jours. Oui, tout à fait, et ça rejoint d'ailleurs quelque chose que tu as déjà dit, Pascal, que l'erreur des fonctionnalistes, ça a été de vouloir faire un homme nouveau et de lui attribuer, de décider ce qu'il va faire, quoi. Et quelque part, l'urbaniste qui veut décider ce que les hommes vont faire dans sa ville, forcément, c'est voué à l'échec, en plus d'être une démarche presque fasciste. C'est possible aujourd'hui, en plus. Voilà. Je l'ai écrit, mais je ne l'ai pas dit aujourd'hui. On te le dira. Ouais. Ah oui, Victor. Ouais. Ouais, remarque par rapport à ce que disait Pascal Urbain. Alors, l'architecte n'a pas de responsabilité, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la maîtrise d'ouvrage, en tout cas la ville, a une responsabilité dans la création, dans la programmation de la ville, parce que la ville fait système. Et donc, c'est à la puissance publique aussi d'orienter la manière dont la ville se fabrique. Et juste un exemple de la responsabilité, en tout cas de l'architecte, sur la création des parkings, qui est un gros sujet, notamment les parkings enterrés. Pour permettre au public, que ce soit femmes et hommes, de manière de se sentir en sécurité dans un parking, au-delà de la question de la
lumière. Enfin, on a essayé d'innover à Villiers-le-Bel. On a fait des parkings semi-enterrés, ce qui permet de faire entrer la lumière naturelle dans le parking, de voir ce qui se passe à l'extérieur, mais surtout d'être vu aussi de l'extérieur, ce qui permet, si jamais il y avait une agression, d'être identifié par l'extérieur et puis quelqu'un qui puisse intervenir. Alors évidemment, ça ne se passe pas, mais au moins ça donne le sentiment de sécurité parce qu'on est vu et on voit aussi ce qui se passe à l'extérieur. Donc, dans la conception, il y a des éléments qui peuvent apporter du bénéfice sur ce sentiment de sécurité au public. Oui, tout à fait. Oui. C'est les conditions, ça revient aux conditions qui étaient évoquées par. N'avait pas toutes les responsabilités et ne pouvait pas parler, ne pouvait parler qu'au titre de la forme urbaine et architecturale et pas au titre, ou à d'autres titres. Mais évidemment, la sécurité, le sentiment de sécurité et la façon dont on peut se voir dans la ville, ça relève. Alors là, c'est un truc, la forme urbaine détermine profondément la capacité des uns et des autres à se sentir pas surveillés, mais sous le regard protecteur des autres. Ça, c'est une question purement architecturale. Oui, et ça a été développé par Chantal d'ailleurs. Et Chantal, vous vouliez intervenir. Juste sur le fait que effectivement l'espace public c'est le contenant de la vie sociale, donc à ce titre c'est là pour accueillir aussi les conflits, c'est pas forcément consensuel l'espace public. Et puis sur la question de l'implication des citoyens, la participation, la concertation, enfin toutes ces espèces de mots qui désignent cette façon de consulter les personnes. Évidemment qu'on va arriver à des désaccords, évidemment qu'il y a toutes les chances que ce soit ceux qui arrivent à parler le plus fort, qui aient le plus d'influence. Enfin, c'est quand même un peu difficile à manier. Il y a peut-être une autre façon de regarder les citadins comme ceux qui font la ville. C'est non pas de leur demander ce qu'ils veulent, mais de regarder ce qu'ils font et de l'observer dans la lenteur. Quoi, voilà. Et c'est pas du tout pareil de regarder ce que font les personnes et de leur demander ce qu'ils veulent. Par exemple, nous, on a fait un travail sur la rue d'Aubagne où on a regardé ce qu'avaient fait les commerçants avec leur façade. On n'a pas été leur demander ce qu'ils voulaient faire. On leur a fait des propositions à partir de ce qu'ils avaient fait et on a regardé s'ils étaient intéressés ou non, d'accord ou non. Ce qui est très différent de leur demander leur avis. Oui, tout à fait, d'autant plus que quand on demande leur avis aux gens, ils répondent avec leur conscient. Donc, on ne peut connaître que le conscient des gens. Effectivement. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres souhaits de remarques Pascal, ton micro est coupé. Et Victor aussi, votre micro est coupé. Oui, Sébastien, oui, vous vouliez quelque chose. Sur le très bel exposé de Pascal, là. Et alors, je serais vraiment content qu'il me l'envoie, son PowerPoint, parce que je lui piquerai mon tableau. Exposé. Mais pas pour ça que j'interviens, ça je peux le faire en off. C'est vrai que cette notion de paysage, bon, tu l'as bien dit, hein, en Occident, jusqu'au XIVe siècle, nous n'étions pas au paysage. Voilà. C'est pas quelque chose qui existe. C'est une relation aux choses, et notamment une relation au territoire, quel qu'il soit. Beaucoup situent, et je suis content de le dire en tant qu'Avignonnais, beaucoup situent l'émergence de cette conception
du rapport au territoire dans le petit texte de l'ascension du Mont Ventoux de Pétrarque, hein, de 1348, je ne sais plus, et le mot n'existait pas, donc il ne l'a pas employé, mais c'est les peintres hollandais, comme tu l'as dit, qui l'ont inventé 75 ans plus tard. En Chine, la notion de paysage existait depuis le VIe siècle, et il y a des civilisations, il y a des cultures encore aujourd'hui qui ne sont pas au paysage. Donc, le paysage n'existe pas, c'est une relation que nous créons avec le territoire. Comme la nature, c'est une création humaine, ça n'existe pas. C'est le même processus. Hein. On est sorti du monde et on l'a regardé de l'extérieur. On est sorti du monde et on l'a analysé, ça c'est la nature. Quand on est dedans, comme les tribus amazoniennes ou autres, il n'y a pas de nature, il n'y a pas de paysage, parce qu'on en fait partie. Donc, ce que je voulais dire, c'est que en arrivant à Paris comme paysager conseil de l'État à Paris, j'ai souhaité, et j'y suis encore, et je ne sais pas si j'y arriverai, comme c'est un département, et que la loi paysage de 93, hein, renforcée par la loi de 2018, dit, conformément à la Convention européenne du paysage, il doit y avoir un atlas des paysages dans chaque département. Je milite pour qu'il y ait un atlas des paysages de Paris. Voilà. C'est compliqué. Le mot n'est pas entendu dans son sens, le sens qui est dans la loi maintenant, partie de territoire tel que perçu par les populations dans leur diversité. Voilà. Donc ça, c'est un combat. Alors, je vous en parle pour que vous m'aidiez dans ce petit combat parisien. Bah, c'est très bien. Bah, ça ravira Pascal qui craint aussi que les paysagistes parfois ne soient pas assez sensibles au paysage urbain parisien. Donc, oui. Donc là, je pense que Pascal, tu dois être ravi. Tu l'as montré tu l'as montré dans les œuvres que tu as montrées. Voilà. À partir du moment où on est en paysage avec le lieu dans lequel on est, ça devient un paysage. Et Paris, c'est un paysage. Alors, il faut faire cet atlas des paysages, tu as raison. Deux, tu me laisses une journée et je transmettrai à Anna une version où j'aurais remis les images qui manquaient. Ah, super. Et je te l'envoie. Enfin, je l'envoie à Anna qui te le transmettra. Bien volontiers. C'est formidable. Je t'enverrai une. De toute façon, on l'aura tous, non? Oui, peut-être. Oui, on pourra envoyer les liens à tous. Oui, tout à fait. Bon, alors là, on a un tout petit peu dépassé l'horaire, mais c'était vraiment passionnant cet après-midi, vraiment particulièrement riche, avec des échanges vraiment très denses, très passionnants. Donc, bon, on va quand même être obligé de s'arrêter, mais c'est vrai qu'on pourrait continuer pendant des heures, tellement c'est passionnant de discuter avec vous de toutes ces choses. Donc, on a abordé vraiment des sujets assez éloignés avec la nature et puis genre et ville, mais dans les deux cas, c'est intimement lié à l'espace public, à sa qualité, donc c'est vraiment essentiel. Donc voilà, on arrive à la fin de notre journée. Donc, nous vous remercions infiniment de votre participation, le public, et puis évidemment un très grand merci en particulier à nos 6 intervenants pour ces échanges vraiment extrêmement riches. La vidéo de ces échanges est dès à présent disponible sur la page Facebook Séminaire Espace Public, Espace Commun. Et de plus, je transmettrai également un lien vers le replay de l'application Blastream. Voilà, donc je vous remercie encore vraiment très, très vivement. Merci à vous, Anna. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous, c'est super. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Très intéressant. Merci beaucoup, oui. Merci à vous.